Red Clamp, South Fox, H-Town, Master, Top Gun, BXP, Sweat. His first punt today. And it's a big one. Wow, look at this. 15 heures de direct, 257 choix et très peu d'heures de sommeil. Voilà si on peut résumer rapidement la draft 2026 qui s'est tenue donc ce week-end à Pittsburgh. Salut à tous et bienvenue chez le Punter. Alors, contrairement à certains médias, nous, on ne va pas tirer de conclusions précipitées, on ne va pas donner de notes aux franchises NFL sur cette draft. On ne va pas juger les 257 joueurs qui ont été choisis puisqu'ils n'ont toujours pas porté leur nouvelle couleur. Ils n'ont toujours pas évolué à NFL. Alors personnellement, je pense qu'une draft, ça se juge 2 ou 3 ans après. D'ailleurs, ça pourrait être une idée pour un épisode à venir. On va réfléchir. Alors qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu beaucoup de choix de draft, on a vu des surprises, on a eu des choix logiques, on a eu des choix un peu plus douteux, on a vu des choix appelés de plusieurs pays, de l'étranger, on a vu des choix un peu plus exotiques, et on a vu la War Room. La War Room, c'est on va dire la salle de guerre, la salle de conseil, là où les franchises NFL se réunissent, et il y a un élément, il y a un objet qui aujourd'hui plus personne n'utilise, sauf dans la War Room. C'est, et oui, le téléphone avec un fil. C'est magique. Hein? Bienvenue en 1980. Bref, concernant la draft, si vous voulez retrouver une analyse ou mes analyses un peu plus approfondies sur ces 7 tours de draft, j'ai publié entre vendredi et hier 2 articles. Il y en a un sur le premier tour, les principaux choix, mes premières conclusions, et un deuxième article que j'ai publié aujourd'hui lundi sur, on va dire, plusieurs faits qui ont marqué les esprits, le reste de cet événement. Alors à mesure que les jours passent, forcément on entend des histoires, des anecdotes. Parlons dans notre épisode d'aujourd'hui de plusieurs faits donc, qui nous ont marqués. Et commençant par un, c'est Ty Simpson. Parce que Ty Simpson, drafté par les Rams, ça fait couler beaucoup d'encre de l'autre côté de l'Atlantique. C'est un peu le premier gros coup de théâtre de cette draft. Et peut-être pour certains le seul de ce jeudi soir. Parce que personne ne l'a vu venir. En tout cas, pas aussi tôt. C'était à l'unanimité considéré le deuxième meilleur quarterback derrière Mendoza. Après, comme j'ai dit, très peu, quand vous regardez les mock drafts des experts, très peu, même personne ne le donnait en 13e position. C'était souvent en fin de premier tour. Et même certains, avant que les Rams, en fait, ils aillent chercher Trent McDuffie aux Chiefs, ils avaient un deuxième choix de draft, le choix numéro 29. Et il y avait, je sais plus si c'était Daniel Jeremiah ou Lance Zierlein ou un autre. Il avait donné donc Ty Simpson aux Rams avec ce 29e choix de draft, mais jamais avec le 13e. C'était très souvent Mackay Lemon ou Omar Cooper, enfin un joueur comme ça. Après, bon, on sait très bien que Simpson, c'est pas un produit fini. Il a très peu d'expérience à l'université. Je crois qu'il a commencé entre 15 et 16 matchs, peut-être. Il y a des doutes sur ça, sur son expérience et aussi ses capacités physiques. C'est un joueur de poche pur et dur, un peu un Kirk Cousins. Il sort pas beaucoup de la poche. Et il est clairement pas prêt pour jouer à NFL, ça c'est clair. Après, je pense que c'est c'est pour préparer la succession de Matthew Stafford si dans 2 ou 3 ans il prend sa retraite. Et en plus, c'est une très belle opportunité pour lui parce que voilà, il a pas de pression. Il va apprendre avec un excellent coach, Sean McVay, avec derrière un excellent quarterback, Stafford, et des super joueurs autour de lui. Donc, je pense que pour Simpson, c'est le meilleur endroit où atterrir. Après, il y a beaucoup de rumeurs.
Apparemment, le directeur sportif Les Snead, c'est un ami de la famille Simpson. Il aurait même été le conseiller de Ty quand celui-ci, il est un peu, on va dire, il doutait entre soit rester en college football, soit partir à NFL. Et Snead, il a conseillé à la famille de partir à la draft, de tenter leur chance chez les pros. Est-ce que si c'était le conseiller, est-ce qu'il aurait pas dit à Ty Simpson, regarde, c'était dispo à la 13e place, on te prend. On ne sait pas, il y a beaucoup de rumeurs. Après, la conférence de presse, elle faisait beaucoup parler parce que Sean McVay, il était très silencieux, il était très calme, le body language, le langage corporel, tu sentais qu'il n'était pas à l'aise. Est-ce qu'il était d'accord avec ce choix? Est-ce qu'il aurait préféré une autre arme, en fait, pour aider son équipe? Qu'il ait une super équipe, mais une autre arme peut-être, il y avait un receveur. Ils auraient pu prendre, comme j'ai dit, Mackay Lemon. Bon, c'est un peu la surprise. Restons avec les quarterbacks parce que là aussi il y a des surprises. Garrett Nussmeier, qui était aimé par beaucoup de recruteurs et d'experts. Il le voyait même 3e quarterback de cette QV. Et bien il est tombé bien bas puisque ça a été le 10e quarterback choisi. Il était dans le bottom 10, dans les 10 derniers choix de cette draft, fin de 7e tour. Et c'est les Chiefs qui ont mis fin à son calvaire. Après, il y a eu beaucoup de doutes. C'est vrai qu'il a été pas mal blessé la saison dernière. Quand il est en forme, c'est un super joueur. Il n'y a rien à dire. Quand il est à 100%, c'est un des meilleurs quarterbacks. Il est intelligent, il a un gros bras. Il est très bon et il se débrouille très bien dans la poche. Il y a ses soucis de santé. Là, au combine, ils ont détecté un kyste sur la colonne vertébrale. Bon, il a été opéré depuis. Mais bon, tu sentais qu'il y a beaucoup de réserves, de doutes sur sa santé physique. Après, regardez devant lui. Il a été choisi après Drew Aller, après Baron Morton, Cole Payton, Taylor Green, même Ethan Kaliakmanis de Rutgers. C'est une vraie leçon d'humilité, on va dire, pour lui. Pour Nussmeier, mais bon, il se retrouve chez les Chiefs. Bon, il va pas être titulaire, mais bon, il va apprendre avec Andy Reid, avec Mahomes. C'est là aussi un des meilleurs endroits où atterrir pour un jeune quarterback. Après, attention, le 3e quarterback choisi, Carson Beck. Lui, par contre, pas sûr qu'il passe la saison à cirer le banc, hein, parce qu'il se retrouve chez les Cardinals. Et dans leur corps de quarterbacks, ils ont Jacoby Brissett, Gordon Minshew. Il a clairement une chance, une opportunité, Carson Beck, de finir titulaire. En plus, il y a un nouveau head coach, Matt LaFleur, qui est un mec offensif. Il a pris Jeremiah Love, qui était peut-être le meilleur joueur de cette draft disponible. Alors, il y a beaucoup de critiques sur ce choix, mais bon, on en parlera une autre fois. Les Cardinals, oui, ils ont des manques sur la ligne offensive, oui, ils ont des manques en défense, mais quand même, ils ont des super cibles. Ils ont James Conner, ils ont Trey McBride, Marvin Harrison Jr. Non, ils ont pas une équipe si dégueulasse que ça. Les Cardinals, beaucoup les voient déjà derniers de la NFL la saison à venir. Attention. Mais non, Carson Beck, il a une chance on va dire, de devenir quarterback titulaire. Peut-être pas dès la semaine 1, peut-être pas dès le début, mais il a quand même une chance. Il y a un autre quarterback qui tombait encore plus bas que Nussmeier, c'est Diego Pavia, qui lui, en fait, il portait Vanderbilt sur ses épaules pendant 2 ans. Il est à l'origine de ce renouveau de Vanderbilt. Vanderbilt en SEC, en college football, c'était une des pires universités. Il finissait tout le temps avec 2-3 victoires, des bilans horribles. Là, avec son arrivée, Vanderbilt sont passés à 9 victoires, puis à 10 victoires. C'est énorme. Finaliste pour le trophée Heisman, Pavia n'a pas été drafté. Il n'a pas été drafté. Alors, c'est vrai qu'il y a sa petite taille qui pose question. Après, sa personnalité, il a un caractère assez cash. Il dit ce qu'il pense. Il est assez rugueux. Je crois que beaucoup de choses qu'il a dit, de polémiques qu'il a créées, ça s'est retourné contre lui. Bon, je pense qu'il y a des équipes, voilà, ils veulent pas des mecs comme ça. Ils aiment des joueurs, on va dire, qui sont un peu dans un cadre, qui savent se comporter plus ou moins, et surtout être silencieux. Là, Pavia, c'est pas son cas, quoi. Là. Donc, je pense que sa personnalité lui a été défavorable.
Après, il n'y a pas que ça. Comme on a dit, il n'est pas très grand, il fait 1m80. En plus, quand il était à l'université, comme ils font beaucoup, ils mentent sur la mensuration. Lui, il avait dit qu'il faisait 1m90 presque. C'est n'importe quoi. Et après, il n'a pas un énorme bras, pas super puissant. Et puis il aime beaucoup scrambler, vous savez, improviser. Et ça, on sait très bien qu'à NFL, beaucoup de coachs, ils aiment jouer beaucoup plus structuré, un quarterback qui suit à la lettre les appels de jeu. Et du coup, il n'a pas été drafté, mais ça veut pas dire que sa carrière, il aura jamais une carrière NFL. Là, il vient d'être invité au rookie camp des Baltimore Ravens. Je vais pas dire qu'il va piquer la place à Lamar Jackson, mais il pourrait se faire une place dans l'effectif des 53 sans trop de problèmes. Alors après, il y a eu pas mal de superbes affaires. Regardez Mackay Lemon à Philadelphie. Alors là, ça tombe parfaitement pour eux, puisque là ils tiennent leur successeur à AJ Brown en fait, avec l'ancien Trojan de USC. Il y avait une vidéo d'ailleurs qui faisait le tour du monde, lorsque Lemon en fait il est au téléphone. Il faut savoir que voilà, c'était autour de Pittsburgh, comme on dit, ils étaient on the clock, c'est-à-dire c'était à eux, ils pouvaient déjà contacter leur choix, et c'était Lemon leur choix, ils étaient au téléphone. Omar Khan, le directeur sportif des Steelers, était au téléphone avec Lemon. Quand l'entourage de Lemon lui saute dessus, lui dit il y a les Eagles qui t'appellent, ils veulent te parler, ils vont te prendre. Surprise énorme, on voit le visage du joueur qui change complètement. Bref. Et là, encore une fois, le directeur sportif, Howie Roseman, des Eagles, encore une fois, excellent. Il a senti venir, il savait que Pittsburgh, ils allaient prendre Lemon. Qu'est-ce qu'il fait? Il réussit à faire un échange avec le rival Dallas. Alors que Dallas, c'est compliqué de faire des affaires avec ton archi-rival. Et là, ils ont réussi. Du coup, ils remontent à la 20e place et ils volent littéralement Lemon aux Steelers. Une superbe affaire pour les Eagles en tout cas. On a vu, en plus sur ce premier tour aussi, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu 9 joueurs de ligne offensive choisis. C'est énorme. Alors on les savait qu'ils allaient être pris, les Spencer Fano, Francis Maigoa, Caden Proctor même. Après il y en a d'autres, on n'était pas sûr. Maxi Enacho, Caleb Lomu, ils étaient entre le premier et le deuxième tour. Kalen Rutledge, je crois que celui-là personne l'a vu venir au premier tour. J'ai pas vu une seule mock draft où Rutledge il était moqué au premier tour. Une véritable razzia de joueurs de ligne offensive. Encore une fois, c'est une position avec une valeur énorme et stratégique dans les tranchées. C'est très très important d'avoir des joueurs solides qui protègent la poche et le quarterbacks. Donc c'est pas surprenant. Après, est-ce que ça en dit plus sur le talent de ces joueurs ou sur le manque de talent à d'autres postes clés? On a vu, on a entendu que cette draft, elle n'était pas exceptionnelle, que par exemple, il manquait beaucoup de joueurs stars, il n'y a pas énormément de star quarterbacks. Donc forcément, on va dire, le fait d'avoir des bons joueurs sur une offensive et peut-être beaucoup moins de bons joueurs dans les autres postes, ça a favorisé ces 9 joueurs de ligne offensive à être pris au premier tour. On a vu aussi beaucoup d'échanges dès le premier tour. On a vu Tennessee aussi qui revenait en fin de premier tour pour avoir un deuxième choix dès le premier soir. C'est pas surprenant, comme Miami, comme Kansas City et d'autres. Et les Jets. Alors les Jets ils faisaient encore mieux puisque ils avaient 2 choix à l'origine. Ils en ont eu un troisième puisqu'ils sont revenus en fin de premier tour aussi pour prendre Omar Cooper Jr. de Indiana. Alors là, ils ont bien recruté. Faut pas se mentir. Entre David Bailey, Kenan Sadiq et Omar Cooper, ces 3 joueurs déjà très bons, très expérimentés et en plus, surtout, très compétitifs puisque les 3, ils étaient au dernier College Football Playoff en janvier dernier. Donc je pense que c'est une bonne pioche pour les Jets. On va pas juger le reste de leur draft, mais déjà de prendre des joueurs comme ça expérimentés avec un tel talent et surtout une mentalité de gagnant, des joueurs qui gagnent des matchs pour une des pires équipes cette dernière décennie, je crois que ça tombe bien. Pas mal d'anecdotes. Il y a eu par exemple, j'en parle dans mon article, ce joueur d'Oregon qui a été drafté en MLB, la ligue américaine de baseball, il y a 2 ans, et qui préfère attendre son tour. C'est le linebacker Bryce Boettcher de Oregon. C'est pas illogique et ça arrive souvent. Par exemple, un des plus grands joueurs de l'histoire de ce sport,
et qui joue encore, Patrick Mahomes. Il était excellent au baseball. Sauf que lui, il a préféré on va dire, se consacrer au football américain. Deion Sanders, pas son fils, hein, pas Shader, son père, Deion, le fabuleux cornerbacks. Lui aussi, il avait été drafté et même il avait joué une saison, je pense. Je sais pas s'il avait pas même fait les deux sports la même année. Bon voilà, Bo Archer, lui, il préférait le football. Il était choisi en 2024 au 13e round par les Houston... C'est quoi le nom de l'équipe? Je me souviens plus. Astros, pardon. Il avait fait l'impasse, il voulait jouer à NFL et ça a marché pour lui puisqu'il a été pris au 4e tour par les Colts. Et pas que ça, il y a des militaires draftés aussi. L'école militaire de Navy qui pour la première fois depuis 70 ans, ils ont eu 2 de leurs joueurs draftés. Les noms, bon, on va les dire vite fait. Landon Robinson, un defensive tackle, et Eli Heidenreich, le running back, qui d'ailleurs, c'est la belle histoire, lui il était présent, il est natif de Pittsburgh, c'est sa ville. Et il était présent dans la Green Room, vous savez, cette salle derrière la scène principale de la draft. Il était là et il a eu droit à un bain de foule de son nouveau public. En plus, il était dans son superbe uniforme militaire avec les décorations. Non, c'était un beau moment. Après, on a vu des joueurs étrangers aussi. On a vu que en fait, ces nouveaux systèmes qu'ils ont mis en place un peu aux 4 coins du monde. Vous savez, il y a des NFL Academy. Il y en a une en Afrique, il y en a une en Australie, je crois. Il y en a une en Angleterre, à Londres. Ça commence à marcher. Ça commence à marcher puisqu'il y a Seydou Traoré, le tight end qui venait de l'université de Mississippi State. Lui, en fait, il est passé par la NFL Academy de Londres. Et ça marchait très bien pour lui à Londres. Du coup, il a été recruté par Mississippi State. Ça marchait super bien à Mississippi State puisqu'il a été remarqué par les Dolphins qui l'ont sélectionné, je crois, au 5e tour. C'est là aussi une superbe histoire. Mais la plus belle histoire, c'est ce joueur-là, Howard Bernard, un Nigérian qui n'a jamais posé les mains sur un ballon de foot. Il n'a jamais joué un seul snap de sa vie. Même avec des copains, il n'a jamais joué au foot. Il a été en fait remarqué par le International Pathway Program, le IPP comme il l'appelle. L'an dernier, il y avait 2 Français par exemple. Il y a quelques années, il y avait eu le rugbyman gallois Louis Rezamet qui s'était fait une place dans un effectif, on va dire, élargi, mais il n'a jamais joué un snap à NFL. Le plus connu d'entre eux, c'est Jordan Mailata, qui venait du rugby à 13 australien et qui est aujourd'hui un tackle, un offensive tackle à Philadelphie, un des plus connus, un des meilleurs de la ligue, All-Pro, Pro Bowler, je ne sais plus combien de fois. C'est l'exemple à suivre pour ces gens-là. Et les Eagles, ils font rebelote puisqu'ils ont pris ce joueur-là, Howard Bernard. Alors, outre le fait qu'il n'ait jamais joué au football de sa vie, c'est surtout son physique. Et son physique, ça fait le tour d'internet depuis plusieurs semaines. Puisque, déjà, son apparence physique, vous le voyez sur les images, c'est un monstre physique. Je crois que c'est 1m93 pour 138 kg. Vous regardez les photos, on dirait pas qu'il fait 138 kg. Et pourtant, il a été mesuré par la NFL, donc là, il ment pas. Et bien, avec ses 138 kg, il a couru le 40 yards en 4 secondes 38. Il a sauté 99 cm en détente sèche, 3 mètres et quelques en saut en longueur sans élan, 31 répétitions développé couché. Le mec, c'est Terminator. Il sort d'un laboratoire, en fait. C'est incroyable. Donc, et puis des bras de 36 pouces, à peu près 1 mètre. Il a des bras d'1 mètre, le gars. C'est impressionnant. Un tel spécimen physique, Howie Roseman, il est tombé amoureux de lui. Il s'est dit, bon, pourquoi pas, même s'il ne connaît pas, il faut qu'il apprenne à jouer au football. Bon, ça va lui prendre des mois, peut-être 1 ou 2 ans. Mais quand il aura compris le football, son fonctionnement, qu'il aura appris la technique un peu, physiquement, c'est un monstre. Il n'a que 21 ans, donc un projet de futur vraiment, vraiment intéressant. Alors parlons un peu college football, on va finir avec un peu de draft. Un autre fait marquant de la draft, c'est que pour la 2e année de suite, Ohio State est l'université qui fournit le plus de joueurs à la NFL. 11 joueurs ont été choisis
cette année. C'est un peu moins que l'an dernier. L'an dernier, ils en avaient eu 14. Mais bon, 11 choix, mais quand même, 4 choix parmi les 4 premiers. Et vous le connaissez, Cornell Tate, Sonny Styles, c'est qui l'autre, Harvey Reese et Caleb Downs. 4 superbes joueurs, il y en a eu d'autres, au total 11, mais ces 4 joueurs, on savait qu'ils étaient exceptionnels. Après, vous savez, il y a la petite guéguerre entre la Big Ten et la SEC pour savoir qui a le plus de joueurs draftés. Alors, en termes de nombre total, la SEC l'emportait, puisque je crois qu'ils avaient 5 joueurs draftés, c'est-à-dire c'est un tiers de toute la draft qui viennent de la SEC, c'est assez énorme. Par contre, la Big Ten avait plus de joueurs draftés au premier tour, 10 joueurs, contre 7 pour la SEC. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la Big Ten est meilleure que la SEC? Pas forcément. Les plus talentueux sont dans la Big Ten. Par contre, il y a plus de talent dans la SEC, ça c'est clair. Il y a une concentration aussi dans la Big Ten. On voit que ça vient souvent des mêmes universités, Ohio State, Indiana, Michigan, Oregon, et cette année Indiana. Dans la SEC, par contre, toutes les équipes ont au moins 2 joueurs de choisis. C'est énorme, c'est énorme. Même la pire équipe, Mississippi State, imaginez donc. Voilà, finissons avec la tournée des Spring Practices. La semaine dernière, mon dernier article en date a été publié par mes amis de The Blue Pennant. Allez jeter un coup d'œil, c'est sur la Big 12. Il y a celui sur la ACC qui va arriver dans les jours à venir, j'espère. Et après, il y aura un dernier pour clore cette série. Alors, est-ce qu'on va parler de Miami, de la SEC? Donc aujourd'hui, Miami, sont-ils en route pour le titre cette année? 3e quarterback en 3 ans pour Mario Cristobal, puisqu'ils ont perdu Carson Beck qui est parti à la draft. La saison avant, c'était Cam Ward qui était parti à la draft. Cette année, un autre senior, Darian Mensah, qui sont allés chercher au rival Duke. C'est un super joueur, Darian Mensah. En plus, je pense que son style s'adapte plus à ce que veut Cristobal et son staff en attaque. Un joueur plus mobile, qui puisse être dangereux au sol aussi, c'est Darren Mensah. Et en plus, c'est un super bras. Il va avoir encore Malachi Tony, Mark Fletcher dans le backfield. Alors certes, ils ont perdu des joueurs dans les tranchées. Maigoa, Ruben Bain, et Mesidor, mais ils en ont trouvé d'autres. Vous inquiétez pas, Miami recrute très très bien, que ce soit dans le transfert des portail des transferts ou au lycée. Donc il va avoir une superbe équipe. Ils avaient pas mal de travail à faire sur la ligne offensive, il fallait reconstruire parce que outre Maigoa, ils ont perdu 4 titulaires. Et ces 4 titulaires ensemble, c'était plus de 100 matchs disputés en combiné. C'était assez énorme. Après, ils ont quand même des joueurs, les remplaçants de l'année dernière qui vont devenir titulaires et des bons joueurs. McCoy, Okunlula, Rodriguez, c'est des très bons joueurs. Et après, ils ont recruté à côté aussi. Il y a un joueur de Georgia, Jamal Merriweather. Ils ont des très bons joueurs. Je pense qu'ils sont encore meilleurs que l'an dernier. Alors certes, vous me direz oui, ils ont perdu Maigoa, Baines, ok, tout ça, mais dans l'ensemble, je pense que c'est meilleur, surtout en attaque. Tony, il a 1 an de plus d'expérience. Mensah, je pense que Mensah c'est un upgrade. C'est un saut qualitatif par rapport à Carson Beck.